Ça me choque quand quelqu'un vient me dire que c'est que tu as été de faire là, t'as pas d'affaires là. Tu sais, j'ai été fait ce que j'avais à faire. L'as-tu fait tout ce que tu avais à faire? Tu sais, on est chanceux au Canada parce que la seule mauvaise expérience de la guerre qu'on a, à part des familles qui ont perdu quelqu'un, c'est que le gaz, puis le beurre, puis le sucre ont été rationnés. Dans d'autres pays, là, il n'est pas rationné, il n'y en a pas. Mon nom est Bernard Irénée Charland. J'ai servi avec le 3e bataillon Royal 22 en Corée, en théâtre d'opération, et en Europe durant l'occupation. Carrière militaire, là, j'étais fou de ça. Là. Moi, j'ai été élevé dans une famille sur le bord du Richelieu, le père qui était très, très sévère. Je pense qu'il m'en voulait un peu parce que ma mère était morte à ma naissance, c'était pas de ma faute. Là. Mais la deuxième maman, elle non plus, elle m'aimait pas. Là. Fait que c'était pas l'amour dans le foyer, ben. Puis quand je suis arrivé dans l'armée, j'ai compris que dans cette sorte de discipline-là, tu étais vu et récompensé pour ta valeur. Tu sais, si tu acceptais la discipline, tu faisais un bon soldat. Si tu ne l'acceptais pas, il fallait que tu sortes de là parce que c'était pas vivable. Je me suis enrôlé dans l'armée canadienne au 4 personnel dépôt à la fin de juillet 50, avec l'intention d'aller en Corée. Je me suis marié, moi, le 31 janvier 53, juste avant d'aller à Corée, parce que je m'en allais en Corée. Je me suis marié. J'ai d'abord me fait casser la gueule, au moins on va avoir une pension. C'était l'idée que j'avais. Bon, on s'aimait, c'était bien évident. Je suis parti pour la Corée la fin de mars 53. Mon lieutenant Burstall, était un chic bonhomme. Là, lui, il est allé en Corée sur l'Advance Party. Il a toujours, souvent, il envoie une Advance Party avant de l'unité première. Et puis lui, en revenant d'une patrouille, là, il s'est fait blesser par une patrouille américaine. Il était blessé grièvement, il a passé toute la guerre à l'hôpital au Japon. Fait que j'arrive en Corée, j'ai pas d'officier. Et puis là, tout le long de la voie ferrée, là, je voyais des gens qui vivaient dans des cabanes faites avec de la tôle ondulée, des boîtes de carton. J'avais jamais vu ça, moi. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? La guerre, on en entendait parler. Là. Moi, quand j'étais jeune, les récits de guerre que je louais, c'était les chevaliers, puis apparemment, c'était tous des bons monsieur. Et puis, ça faisait différent. J'avais jamais vu la misère. J'avais déjà vu des gens pauvres, mais ça, c'était pas de la pauvreté. Là. Il n'y avait rien. Les madames, là, les coréennes, là, ils attendaient que le train passe pour ramasser les morceaux de charbon qui tombaient, là, puis c'est avec ça qu'ils faisaient cuire la nourriture. C'est des visions. Que, je pense que c'était pire que la guerre à voir, cette affaire-là. La Corée, c'était statique depuis la fin de 51. Autrement dit, tu vis dans des tranchées, des trous dans le sol, tu ne fais pas d'attaque, tu repousses les attaques s'il y en a, tu occupes une position défensive, tu es bien armé, évidemment, de tout ce qu'il faut pour défendre ta position. La nuit, c'est on à 100%. Tout le monde travaille, évidemment. Tu ne peux pas faire la guerre de jour, il doit y venir. Puis la nuit, tu fais des patrouilles, voir ce qui se passe autour de ta section. Il faut que tu patrouilles presque tous les soirs. Puis quand tu sais pas moi, c'est un autre. Là. Tu patrouilles tous les soirs pour aller voir ce qui se passe en avant de ta position. Des fois, c'est de la reconnaissance. Tu pars avec 2-3 hommes. Là, il faut absolument que tu te fasses invisible. C'est bien difficile avec des étangs d'eau partout, puis qui sont remplis de grenouilles, puis qui arrêtent de crier, puis tu mets le pied dedans. Fait que les autres qui écoutent d'autres bords, ils savent tout ça, sont habitués. Ça. Nous autres, on sortait avec une dizaine d'hommes, maximum. On ne ferait pas des grosses patrouilles, 200-300. Les Coréens, les autres, ils sortaient avec des patrouilles de 15 à 30 hommes. Ils se promenaient comme un fer à cheval.
Puis ils connaissent très bien le pays, nous autres non. Les respadés, il n'y en a pas beaucoup à Québec, là. Eux autres, ils connaissent bien ce pays-là, ils savent comment opérer là-dedans. Les soldats chinois étaient excessivement bien entraînés et armés. Parce que les Coréens du Nord, leur armée, elle n'était pas forte, elle était mal équipée. Puis c'était pas nécessairement des bons soldats, là, tu sais, c'était pas... Mais les Chinois, ils étaient des très, très bons soldats. Ils étaient armés avec des burp guns, là, c'est à peu près l'arme la plus destructive qu'il n'y a pas, puis tout petite, puis t'attires dans la boîte, puis elle tire pareil, elle bloque pas, elle tire du 9 mm. Puis quand t'entends brrr, là, il vient de sortir un magasin, là, 32 balles s'en vient. Là. Si t'entends le son, t'es pas mort, t'es correct. Un soir, là, moi j'avais un ami là, que j'étais bien chum avec, là, sergent Guy Desjardins. Guy, c'est un joueur de piano, c'est pour ça. Il était un petit gars qui venait de Saint-Boniface, Manitoba, puis j'avais été ami avec lui, on a jasé beaucoup, puis toutes sortes d'affaires. Ce soir-là, on n'a pas sorti parce qu'il y avait une autre patrouille dans le No Man's Land. C'est pas pour que les deux patrouilles se rencontrent. Là. Fait que ce soir-là, j'étais sur la position, puis vers l'heure exacte, je ne sais pas, il devait être à peu près 10h, 10h30, je crois bien. On en a entendu un tir de burp gun, là, puis assez proche. C'est ça, ça voulait dire qu'une chose, un début d'attaque ou une patrouille qui se fait clencher. Fait que je savais que la patrouille à Guy était là, puis elle devait être dans cette zone-là. Fait que j'ai demandé à mon major, on va-tu voir? Il dit, vas-y. Fait que j'ai descendu avec 5-6 gars. On a été voir ça. On a fait un train d'enfer, là. On a sacré après les Chinois, il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Alors, puis que pour le temps qu'on est arrivé, on a ramassé 2 blessés, là. Une affaire bien étrange, hein. Je me suis toujours demandé si c'était un rêve ou bien non, si réellement c'était vrai ce que j'ai vu. C'est un des blessés, là, il était couché sur un rice paddy, c'est à peu près 2 pieds et demi d'eau par rapport à l'autre sol, là. Puis sur le dessus du rice paddy, tu marches, parce que c'est là-dessus qu'ils marchent pour les semelleries. Puis ça fait un bon rempart en défense, hein? Tu te couches en arrière, puis le gars, il était couché là, je l'ai vu, parce qu'il avait la figure assez blanche, car luisait, sa beauté. Tu sais, pareil comme s'il n'y a plus de sang dans sa figure, là, puis il n'y a pas de lune ce soir-là. On ne patrouillait pas quand il y avait de la lune, il nous voyait. Puis le gars, il était à quelques pas de lui, là, il était assez blanc que je l'ai vu. Fait qu'on a ramassé ce gars-là, puis il était blessé, je ne me rappelle plus où, là. Alors, on ne savait pas du tout ce qu'était le commandant de la patrouille, Guy Desjardins. Quelques jours après, dans le jour, là, on avait une espèce de outpost, un OPI, où on avait des grosses lunettes d'artillerie. Tu peux aller chercher un numéro de licence à 1,5 avec ça. Là. On avait ça pour voir ce qui se passait sur les montagnes chinoises. Il scannait toutes les montagnes chinoises, puis tous les mouvements qu'il y avait dans la vallée. En cas qu'il y a quelque chose qui se passe, ou qu'on voit des préparations, ou quelque chose. Et puis, il m'appelle. Sergent, fait que je m'en vais là, il dit, il y a quelqu'un qui a été mettre quelque chose dans le ruisseau. Il y a une grosse roche dans le ruisseau, hein, une grosse roche. Personne ne transporte de roche ici. Moi, je prends la chose, je regarde comme il faut, c'est un corps qui était là. Le corps qui avait gonflé là, au soleil. Puis, fait qu'il a envoyé des démineurs avec une patrouille spéciale, où toute la nuit a tombé. C'était le sergent Desjardins. Ils l'ont récupéré puis ils l'ont emmené. Ça a été... C'est de la façon, je pense, de perdre un ami. Pas prochainement, Chris. En tout cas, René Cardin, il était mort, puis on n'aurait pas récupéré son corps. Puis, c'est ça, la chose continue. Il continuait de faire ma job, puis les gars aussi. Un jeune sergent là, qui vient à bout d'être commandant de peloton en théâtre d'opération, sans expérience. C'est la sorte de métier que tu apprends à mesure que tu le vis. J'ai appris une chose pendant tout ce temps-là, c'est que si tu as des responsabilités, n'importe où dans la vie, c'est comme ça, c'est vrai. Après ça, j'ai 88 ans, j'ai eu le temps d'en prendre beaucoup de responsabilités. Si tu as une responsabilité, ta tâche devient beaucoup plus facile parce que tu peux faire abstraction de tes sentiments, de ta crainte, de ta peur.
Parce que tu as une mission accomplie, puis c'est ça qui compte en premier. Tous les gens gradés que je connaisse, là, qui ont de l'allure, puis ils ont quasiment toute de l'allure, là, ils vivent de même aussi. C'est tellement vrai que tout le restant de ma vie, après, quand je travaillais, j'étais en charge de quelque chose. J'étais en charge d'hommes, j'étais en charge de quelque chose. Tu sais, j'ai pas... c'est dû à ce que j'ai pu apprendre dans l'armée, là, comment l'idée, puis comment être un leader, puis comment prendre des responsabilités. Les deux carrés, ils veulent une carré unie, mais ils ne veulent pas l'avoir la même chose. Fait qu'ils pourront jamais être d'accord. Ça va toujours être comme ça. Ils veulent une carré unie, mais moi je la veux de même, puis moi je la veux de même. Ils ne pourront jamais l'unir. Au point de vue politique, c'est impossible. La preuve, ça n'a jamais marché. Elle était supposée de diviser la Corée en deux pays en attendant d'avoir des élections. Bien, il y en a eu en Corée du Sud, mais il n'y en a jamais eu en Corée du Nord. Moi, j'ai eu des difficultés après la guerre, là. J'ai rencontré M. Cognac. J'ai jamais compris au juste, là, si c'était à cause du stress, là, du commandement, ou que peut-être que moi, je suis la sorte d'individu que si tu mets du cognac, bien, automatiquement, tu deviens alcoolique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Apparemment, c'est une maladie. Je veux bien y croire, mais c'est une maladie qui tu peux pas agir rationnellement. Je n'ai jamais été capable de contrôler ce que je buvais depuis le premier temps que j'ai commencé. Avant d'aller en Corée, j'avais de la difficulté à boire une bière par semaine. Puis il faudrait que tu me l'offres, puis il faudrait quasiment que tu me tordes les bras. Et puis quand je suis venu de la Corée, j'ai débarqué au manège militaire, sur la Grande Allée, là. Ma femme est venue me chercher. Première question que je lui demande, j'ai dit « Où il y a une commission de liqueur? » Elle ne savait pas c'était quoi. Moi, je ne buvais pas avant. Ben non, j'ai dit « Je faisais une bouteille de cognac. » J'arrivais, je n'avais pas bu sur le train en m'en venant, c'était 5 jours. Là. Sur le bateau, on ne boit pas non plus. Puis ça fait 10-15 jours. Puis là, j'ai pensé longtemps après cette affaire-là. Ça a dû être tout un... Personne dans la famille de mon épouse, Paulette, qui est décédée maintenant, personne ne buvait. T'sais. Pourquoi on a appelé la Corée la guerre oubliée? Les Canadiens ils étaient indifférents à ce conflit-là, puis je ne comprends pas pourquoi. On fait partie des Nations unies, on a une responsabilité. En plus, c'est un des premiers ministres du Canada qui a aidé à faire partir ça, les Nations unies, c'est Louis Saint-Laurent. Et puis c'est bien évident que si un pays dans ce monde-là est mal pris, le NATO va l'y aider. Et puis la contribution de notre gouvernement, mais il faut qu'il fasse la contribution qu'il peut faire ou qu'il veut faire. Tu ne dis pas à ces gars-là qu'est-ce que tu as été faire là. C'est notre job.